Ministère de la Famille et des Solidarités, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture, ministère du Pétrole et des Mines, ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, chers partenaires techniques et financiers, WAVE, GIZ, UNFPA, CRDI, la Banque agricole, la SAGAM, le CRES et l'IPAR, chers membres de la société civile, chères femmes leaders, chers invités. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une journée symbolique, nous affirmons une conviction. La conviction que la transition écologique ne peut être juste si elle n'est pas profondément féministe. C'est l'écoféministe qui parle. La conviction que les femmes d'Afrique de l'Ouest ne sont pas uniquement des victimes du changement climatique, mais des actrices centrales de la transformation. C'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette célébration de la Journée internationale des femmes et des filles organisée par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre avec le soutien de ONU Femmes et dont le thème porte cette année sur les droits, justice et action pour les femmes et les filles dans le contexte du changement climatique et des transitions écologiques en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Khady Camara, écoféministe, présidente de l'association Vacances Vertes et initiatrice de la Marche des femmes pour la justice climatique depuis 2021 au Sénégal. Comme constaté, la crise climatique a produit de nouveaux risques qui touchent l'ensemble des activités humaines, l'agriculture, les écosystèmes terrestres, océaniques, l'approvisionnement en eau et les moyens de subsistance des populations. Comprenant les enjeux accrus sur la vulnérabilité féminine, le système des Nations Unies, comme vous l'avez constaté, met l'accent cette année sur les droits, la justice et l'action collective des femmes, des filles à l'occasion du mois de la femme. Revisitant ainsi les traités, conventions, les codes sectoriels, principes et objectifs de développement durable ayant abouti aux acquis, voire d'autres outils moins contraignants que la GRI et le 26000, l'ISO 26000, pour parler du cadre normatif des organisations. Et c'est sur ce, mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, que nous allons entamer la cérémonie officielle de cette célébration. Ainsi, j'ai l'honneur d'inviter la représentation résidente de la CEDEAO au Sénégal pour le mot de bienvenue, son Excellence Madame Zelmane Nobré Fassinou. Bonjour Madame. Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines de la République du Sénégal, Excellence, Madame la commissaire du Développement humain et des Affaires sociales de la Commission de la CEDEAO, Madame la directrice du Bureau régional ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Monsieur le directeur administratif et financier du GIABA, Madame la directrice du Centre de développement de la CEDEAO pour le développement du genre, Madame la directrice de l'équité, de l'égalité de genre, représentant la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du Nexus Énergie, Eau, Alimentation et Intégration du genre de la CEDEAO,
Mesdames les représentants des petites et moyennes entreprises, femmes et changement climatique, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations de la société civile, des ONG, réseaux et organisations des femmes, Mesdames les féministes, activistes dans le domaine de l'égalité du genre, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, chers membres du personnel du CCDG et du GIABA, Mesdames et Messieurs, au nom du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Dr Aliou Oumar Touré, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration de la Journée internationale de la femme 2026. Organisée par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, en collaboration avec le Bureau d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Votre présence à cette importante célébration témoigne de votre engagement pour la faveur de l'égalité et de la justice pour les femmes et les filles de notre sous-région. Mesdames et Messieurs, le thème de cette année, droit, justice et action pour toutes les femmes et filles, nous rappelle l'urgence d'agir dans un contexte où les acquis en matière de genre sont fragilisés. S'inscrivant sur ces thèmes, la CEDEAO a choisi de mettre l'accent sur un sous-thème portant sur faire progresser les droits, la justice et l'action pour toutes les femmes et les filles dans le contexte du changement climatique et des transitions écologiques en Afrique de l'Ouest. Ce thème ouvre un dialogue pour une action collective afin de garantir une justice inclusive et transformatrice pour les femmes et les filles engagées sur les questions climatiques et les transitions écologiques dans la région. Distingués invités, les politiques climatiques occultent le plus souvent l'aspect genre. Or, les femmes sont au cœur de la résilience climatique, de la gestion des ressources naturelles et de la transformation économique. Il s'avère alors indispensable de lever les obstacles juridiques et financiers pour leur assurer un accès équitable aux ressources productives et au financement vert. Dans cette optique, le CCDG, en partenariat avec ONU Femmes, a élaboré un plan d'action régional lancé en 2025 sur le genre et l'économie verte pour renforcer les capacités, favoriser le dialogue et promouvoir des politiques inclusives dans nos États membres. En janvier 2026, avec d'autres institutions et agences de la CEDEAO, ils ont convenu de renforcer leur partenariat en vue de faciliter la mobilisation des financements. Chers participants, l'événement d'aujourd'hui s'avère donc déterminant dans la nouvelle dynamique d'action dans laquelle s'inscrivent le CCDG, ONU Femmes et leurs partenaires. Il offre une nouvelle opportunité de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes, d'identifier les obstacles au leadership féminin et de consolider les partenariats indispensables à une transition écologique juste et transformatrice. Je voudrais saluer la participation des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, des organisations des femmes et activistes, mais particulièrement des jeunes dont l'implication est essentielle pour garantir des transitions justes et inclusives. À vous toutes et tous, la CEDEAO vous remercie et vous souhaite une excellente célébration. Bonne fête. Merci beaucoup, Son Excellence, pour ces mots. Vous l'avez dit, effectivement, l'urgence d'agir. Le temps est à l'action, mais il faut agir en intelligence collective. Mesdames et messieurs, il nous incombe aujourd'hui de repenser, avec la transition écologique, la formation pour les nouveaux métiers. Les filles doivent s'investir dans ces nouveaux métiers qui accompagnent les MDP, c'est-à-dire les mécanismes de développement propres. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la présence massive des étudiantes de l'ISM, l'Institut supérieur de management, et on appelle la porte-parole donc de ces étudiantes, Mademoiselle Abibatou Sadia Dabo, pour un message de solidarité. Son Excellence,
Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Son Excellence, Madame la commissionnaire en charge du développement humain et des affaires sociales de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le directeur régional du bureau ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Monsieur le conseiller du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades, des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des ONG, des réseaux et des organisations de femmes, chères sœurs et frères étudiants en droit et en environnement, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos grades, titres et qualités, si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est parce qu'une urgence nous interpelle, celle de la justice climatique. Car oui, le changement climatique ne frappe pas au hasard. Il révèle et accentue des inégalités déjà présentes dans nos sociétés. En Afrique, plus précisément en Afrique de l'Ouest, il agit comme un amplificateur d'injustices. Et au cœur de ces injustices-là, on retrouve les femmes et les jeunes filles. Quand les sécheresses détruisent les récoltes, quand les inondations déplacent des familles, quand l'accès même à l'eau devient une lutte quotidienne, c'est les femmes qui portent la charge de l'adaptation. En Afrique subsaharienne, elles représentent une part essentielle de la main-d'œuvre agricole. Et pourtant, ce même secteur agricole-là est exposé à de grands dérèglements climatiques. Et pourtant, c'est ces femmes-là qui disposent de moins de terres, de moins de financement, et même moins de protection juridique. Moins de ressources, plus de vulnérabilité. C'est celles qui participent le moins aux émissions qui sont sujettes aux conséquences les plus lourdes. Après ce constat, il faudra vraiment parler droit. Car oui, le changement climatique n'affecte pas seulement la santé, le corps, mais affecte aussi les droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à la santé, à l'alimentation, à l'éducation et à la dignité. Quand une jeune fille quitte l'école parce que sa famille a été frappée par une crise climatique, ce n'est pas seulement une difficulté économique. Là, on parlera d'atteinte au droit à l'éducation. Quand le changement climatique aggrave la pauvreté, la famine, ce n'est pas juste une fatalité sociale. Là, on parlera d'atteinte aux droits humains. Alors, la vraie question à se poser, c'est peut-on parler de transition écologique sans parler de justice sociale ? Faire progresser le droit dans un contexte climatique relève d'approches claires. Déjà, il faudra intégrer la dimension genre dans les politiques climatiques. Garantir la participation effective des femmes dans les décisions environnementales, mais aussi garantir la protection spécifique des enfants, des femmes et des jeunes filles en cas de situation de crise. La justice climatique ne se limite pas seulement à la réduction d'émissions. Non, ça va bien au-delà de ça. Là, on doit parler aux États, et je le parle directement aux États, car ici, ils ont une obligation de prévention, de protection et d'adaptation basée sur le droit humain. En Afrique de l'Ouest, les femmes sont les actrices essentielles de la résilience communautaire. Et pourtant, ces femmes-là, on ne les représente pas vraiment dans les sphères décisionnelles. Je dirais que c'est insuffisant, voire même insignifiant. Alors, il ne peut y avoir de transition écologique juste sans intégrer les femmes. Je vais terminer sur ceci. Défendre les femmes et les jeunes filles, c'est défendre l'avenir. Défendre le climat, c'est défendre le droit. C'était Alibatou Sadia Dabo, étudiante en 2e année de droit des affaires. Je vous remercie. Bravo Abibatou pour cette belle présentation, pour ce beau discours sur la justice climatique. Tout à fait, vous avez raison. La justice climatique, effectivement, est devenue une nouvelle arme citoyenne pour porter la voix de toutes ces victimes invisibles et silencieuses du changement climatique. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous notons aussi, avec toujours les écoles qui sont présentes aujourd'hui avec nous, l'ISE, l'Institut supérieur de l'environnement, mais aussi l'IDEM, qui sont là pour nous accompagner tout au long de cet événement.
Merci vraiment pour ce message de solidarité. Toujours dans les messages de solidarité, ce sera au tour de Madame Fanta Camara, donc pour son message. À vous, Fanta. Son Excellence, Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Son Excellence, Madame la représentante du Bureau régional d'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest et au Centre, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques, chers partenaires techniques et financiers, chers amis engagés pour le climat et les droits des femmes, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à cette cérémonie d'ouverture à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2026, placée sous le thème « Droit, égalité, autonomisation pour toutes les femmes et les filles ». Ce thème résonne fortement dans nos réalités africaines. De Dakar à Kinshasa, en passant par Lomé, Abidjan ou Ouagadougou, les effets du changement climatique traversent nos territoires, fragilisent nos économies locales et accentuent les inégalités existantes. Et partout sur ce continent, ce sont les femmes, très souvent entrepreneurs, transformatrices, productrices, innovatrices, qui se retrouvent en première ligne. Aujourd'hui, en Afrique, les femmes représentent près de 58% des travailleurs indépendants, mais elles captent moins de 10% des financements climatiques et verts. Elles portent pourtant une part essentielle des PME locales, notamment dans l'agriculture, l'énergie, l'économie circulaire et la transformation des ressources. La question est donc simple mais essentielle. Comment parler de solidarité climatique si les PME portées par les femmes restent en marge de la transition verte? Avant l'intensification des chocs climatiques, ces activités assuraient des revenus stables et une sécurité économique locale. Aujourd'hui, les aléas climatiques, la raréfaction des ressources et l'augmentation des coûts fragilisent ces modèles économiques sans que les mécanismes d'accompagnement ne suivent le même rythme. Au sein du Climate Linger Club, nous avons mené un roadshow national dans 10 régions du pays en 2025 afin d'aller à la rencontre des femmes entrepreneurs engagées dans l'action climatique directement sur le terrain. Nous avons rencontré 920 femmes, des femmes actives dans l'agriculture durable, l'énergie propre, l'économie circulaire, la gestion des déchets et les services environnementaux. Des femmes déterminées à agir pour le climat, mais confrontées à des défis récurrents. Le manque d'appui technique, la méconnaissance des mécanismes de financement vert, une faible visibilité auprès des bailleurs et des obstacles encore plus marqués pour les femmes en zone rurale, avec les réalités locales. Pour répondre à ces enjeux, nous avons organisé un hackathon national réunissant 25 femmes venues de différentes régions du Sénégal, certains quittant leur localité pour la première fois afin de porter leurs solutions à Dakar. Ce processus a permis une montée en compétences, une structuration des projets et l'émergence de lauréates aujourd'hui mieux positionnées pour contribuer à l'économie verte et à la résilience climatique. Cette expérience confirme une réalité. Lorsque les femmes entrepreneurs ont accès aux compétences, aux réseaux et aux bons espaces, elles deviennent des actrices clés de la transition juste, capables de créer de l'emploi, de renforcer les économies locales et de porter des solutions durables. C'est précisément cela qui constitue aujourd'hui le cœur de notre action. Accompagner les PME portés par des femmes pour faire du changement climatique non pas un facteur d'exclusion, mais un levier d'opportunité économique, sociale et environnementale. Cette approche s'inscrit pleinement dans les priorités du plan d'action genre de Belém, en particulier sur tout ce qui est autonomisation économique, leadership féminin et participation active des femmes à l'action climatique en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, ce que nous observons sur le terrain montre qu'il existe déjà une dynamique forte, une expertise locale et une capacité réelle d'impact. Lorsque les cadres institutionnels et les initiatives de terrain avancent en cohérence, ils créent naturellement les conditions d'action structurantes, durables et inclusives. En ce 8 mars, célébrer les droits des femmes, c'est aussi reconnaître leur rôle central dans la construction d'économies résilientes et d'une transition climatique juste. Les femmes sont prêtes, elles entreprennent, elles transforment déjà nos territoires. À nous de les accompagner et surtout de les inclure dans tous les processus. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Fanta Camara de Climate Linger Club. Vous avez parfaitement raison. Le changement climatique n'est pas neutre. Ses impacts touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, notamment celles issues des communautés rurales vulnérables et marginalisées. C'est pourquoi l'action climatique doit être inclusive, sensible au genre, transformative, et c'est précisément l'ambition portée aujourd'hui par le CCDG et ONU Femmes à travers le plan d'action régional et la communauté de pratique ouest-africaine sur le genre et l'économie verte. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, d'accueillir le discours de la directrice régionale adjointe de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Mireille Kamitatou. Merci beaucoup. Madame la représentante présidente de la CEDEAO au Sénégal, Madame la porte-parole des étudiantes de l'ISM, Madame la présidente du CLC, Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie, du Pétrole, des Mines de la République du Sénégal, Madame la représentante de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités de la République du Sénégal, Professeur Fatou Sarso, commissaire de la CEDEAO pour le développement humain et les affaires sociales. C'est un honneur pour moi de vous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée cette année sous le thème « Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles », dans un contexte mondial marqué par des crises multiples et des transitions profondes. Je tiens à exprimer au nom d'ONU Femmes ma reconnaissance sincère à notre partenaire privilégié qu'est la CEDEAO et tout particulièrement à Madame Fatou Sarso pour son leadership et son engagement constant en faveur de l'égalité des sexes et l'action climatique et la transition verte en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous présenter également les excuses de notre directeur régional, le docteur Maxime Winato, qui a subi les aléas du transport aérien dans notre belle sous-région et qui aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui. Droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. D'abord, les droits. Le changement climatique n'est pas neutre du point de vue du genre. Il affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles, particulièrement celles vivant dans des contextes de pauvreté, de conflits ou de fragilité climatique. Garantir les droits des femmes et des filles, c'est reconnaître leur rôle essentiel comme actrices du changement, détentrices de savoirs locaux, innovatrices et leaders communautaires dans l'adaptation climatique, l'agriculture durable et l'économie verte. Mais pour que ces droits soient effectifs, les politiques climatiques doivent être conçues, mises en œuvre et financées de manière inclusive, en assurant la pleine participation des femmes à tous les niveaux de décision. Droit et justice. Les transitions écologiques, nous l'avons entendu auparavant, peuvent être porteuses d'opportunités, mais aussi de nouvelles inégalités, si elles ne sont pas justes. La justice climatique, du point de vue du genre, implique un accès équitable au financement climatique, des données sexo-spécifiques solides et la reconnaissance des charges de travail non rémunérées, notamment le travail de soins, qui pèse de manière disproportionnée sur les femmes et les filles. Dans ce contexte, l'adoption lors de la COP30 du plan d'action genre de Belém constitue une avancée majeure. Avec ses 5 domaines prioritaires, ses activités concrètes et ses livrables, ce nouveau cadre place l'égalité des sexes au cœur de l'action climatique mondiale. Et en intégrant pour la première fois de manière explicite des enjeux tels que le travail de soins, la santé et les violences faites aux femmes et aux filles. Droit, justice et enfin action. Les droits et la justice doivent maintenant se traduire en actions concrètes. En Afrique de l'Ouest,
ONU Femmes, en partenariat avec le CCDG, le Centre de développement du genre de la CEDEAO, soutient l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action régional pour promouvoir le leadership et l'autonomisation économique des femmes dans l'économie verte. Nous avons lancé en 2025 une communauté de pratiques régionales sur le genre et l'économie verte qui constitue un espace stratégique de dialogue, de renforcement des capacités et de partage des bonnes pratiques entre États, société civile, jeunes et entrepreneurs. Mais accélérer l'action climatique sensible au genre nécessite des investissements ciblés, un renforcement des capacités institutionnelles et surtout, je l'ai dit auparavant, mais je le répète, l'inclusion systématique des voix des femmes dans toutes les décisions climatiques. Distingués invités, si vous ne retenez qu'une chose de mon propos, c'est qu'à la suite de l'adoption du plan d'action de Belém, nous avons une opportunité unique d'accélérer une action climatique qui soit audacieuse, inclusive et transformatrice en Afrique de l'Ouest. Le moment d'agir est maintenant. J'encourage donc l'ensemble des acteurs, gouvernements, institutions régionales, société civile, secteur privé et bien sûr les jeunes, à s'engager pleinement pour intégrer le genre dans les politiques, les programmes et les financements climatiques. Ensemble, faisons des transitions écologiques un levier de droits renforcés, de justice sociale et d'actions concrètes pour toutes les femmes et les filles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Son Excellence, pour ce beau plaidoyer qui rappelle encore une fois, comme chaque année, le problème de la participation des femmes aux instances de décision. Merci également pour ce rappel que le temps est à l'action. Il faut agir tout de suite et maintenant pour relever les défis liés aux effets néfastes du changement climatique. Mesdames et messieurs, dans un contexte marqué par des défis multiples, rétrécissement de l'espace civique, inégalités persistantes, pression climatique accrue, mais aussi par des opportunités historiques liées aux transitions écologiques et à l'économie verte au Sénégal et particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est avec attention que nous allons écouter l'intervention du ministère de la Famille, représentée aujourd'hui par Madame Astou Diouf, directrice de l'équité et du genre. Merci beaucoup, Madame Diouf. Bonjour à toutes et à tous. Vous me permettrez, avant de livrer le message de Madame la ministre, de vous transmettre ses chaleureuses salutations et ses excuses. En ce moment, elle est au sud dans une caravane pour parler de droit, d'inclusion et d'économie verte, qui est en phase avec ce que nous sommes en train d'examiner aujourd'hui. Elle aurait aimé être parmi vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous livrer son message. Excellence, Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Excellence, Madame la commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la Commission de la CEDEAO, chère professeure Fatou Sousa, Madame la directrice régionale adjointe du bureau régional de ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre Ouakaro, vous me permettrez de distinguer Madame le professeur Pendebo, notre très chère sœur, Madame Sandra Oulaté Fato, directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Madame la représentante de l'Institut supérieur de management, bravo pour cette énergie que vous nous avez stimulée tout à l'heure, Madame la représentante de Climate Linguère Club, Madame Fanta Camara, que je découvre enfin, distingués partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers leaders communautaires, chères femmes, chères jeunes filles, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de Madame
Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de la République du Sénégal, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2026 de la CEDEAO. Permettez-moi tout d'abord de transmettre ces chaleureuses salutations, je l'ai dit, à sa sœur, le professeur Fatou Sow Sarr, et l'expression de son engagement renouvelé à œuvrer avec vous en faveur de l'égalité de genre et la promotion des droits des femmes dans l'espace CEDEAO. Mesdames, Messieurs, en anticipant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre montre une fois de plus l'attention soutenue qu'il accorde à l'agenda de l'équité, de l'égalité et la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles dans notre région. Le Sénégal, qui a le privilège d'abriter traditionnellement ce rendez-vous, ne peut que s'en féliciter, car cette initiative vient renforcer la réalisation optimale des objectifs que nous avons en partage avec la CEDEAO en la matière. Le thème international de cette édition, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, que je parle du thème international, nous rappelle instamment la nécessité d'amplifier et d'intensifier nos efforts pour un respect accru des droits des femmes en vue de leur garantir la justice et la dignité qu'elles méritent. Aujourd'hui, le niveau de respect des droits des femmes est estimé à 64% au niveau mondial, les droits juridiques bien entendu. Mais à l'analyse de la situation individuelle des États, il est possible d'affirmer sans risque de se tromper qu'aucun pays au monde n'a assuré le respect effectif de leurs droits au regard des multiples violations quotidiennes constatées de part et d'autre. Cet état de fait nous alerte sur l'urgence d'agir pour optimiser les chances d'atteindre des objectifs du développement durable, dont l'ODD 5, plus particulièrement les cibles 5.1 visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination, la cible 5.A relative aux réformes à entreprendre pour donner aux femmes et aux filles les mêmes droits et celle 5.C pour l'adoption de politiques législatives en faveur de l'égalité des sexes. Le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a certainement mesuré les discriminations croisées qui pèsent sur les femmes en choisissant de nous entretenir sur le thème « Faire progresser les droits, la justice et l'action pour toutes les femmes et les filles dans un contexte de changement climatique et de transition écologique en Afrique de l'Ouest ». Les graves violations des droits fondamentaux de la composante féminine de notre région CEDEAO, couplées aux effets néfastes et différenciés des changements climatiques, ne font qu'exacerber la situation de vulnérabilité des femmes et des filles. Oui, cette dernière décennie, les femmes de l'Afrique de l'Ouest font face à de multiples défis, accentués par les crises politiques, sanitaires, climatiques, économiques et sociales, sans précédent qui minent leur potentiel de développement et par ricochet la jouissance de leurs droits. Ces mutations affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles, en particulier celles vivant en milieu rural, assurant la majorité des responsabilités liées à la production vivrière, à la gestion de l'eau, à la sécurité alimentaire des ménages, mais également aux travaux de soins non rémunérés. Vous me permettrez ainsi de relever avec force que les femmes ne sont pas seulement des victimes du changement climatique, mais des actrices centrales capables de porter des solutions novatrices et durables en leur qualité de gardiennes des savoir-faire endogènes. Mesdames, Messieurs, conscient de cette situation, le Sénégal a fait de la promotion des droits des femmes une priorité transversale dans l'agenda national de transformation de la vision 2050, cadre de référence des politiques de développement économique et social, notamment dans ses axes 2 et 4, portant respectivement sur le capital humain de qualité et équité sociale, ainsi que la bonne gouvernance et l'engagement africain. Cette vision politique a été traduite en réponse programmatique à travers la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre qui vise à bâtir une société solidaire, sans discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Restant dans cette dynamique, le Sénégal a adopté d'autres politiques spécifiques comme la stratégie genre et climat, le plan national d'adaptation, la stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes sensibles au genre, le plan d'action genre et énergie pour garantir aux femmes et aux populations vulnérables une transition écologique et énergétique juste et durable. Madame la Commissaire, c'est dans ce sillage que nous sommes convaincus que le plan d'action régional pour l'autonomisation et le leadership des femmes dans l'économie verte
et l'action climatique de la CEDEAO traduit une volonté claire faisant de la transition écologique un levier de justice sociale et d'équité et d'égalité de genre. À cet effet, il contribuera certainement au renforcement de la participation des femmes au processus décisionnel, à la levée des barrières structurelles et enfin au développement des compétences dans les secteurs émergents. Ces objectifs s'alignent parfaitement avec les priorités gouvernementales du Sénégal, qui a fait du genre, du climat, de l'emploi, du numérique, du territoire, les 5 piliers de sa vision à l'horizon 2050. Mesdames, Messieurs, saisissant l'opportunité qui m'est offerte à travers cette tribune, je plaide pour la mise en place d'un fonds régional climatique adapté aux besoins des femmes pour impulser leurs orientations vers les métiers verts avec un accès effectif à l'énergie propre. Chers participants, chères participantes, avant de conclure, je voudrais, au nom de Mme Maïmouna Dièye et au mien propre, réaffirmer l'engagement de l'État du Sénégal à transformer les initiatives et les impacts réels pour les femmes et les filles, en impact réel pour les femmes et les filles. Également, vous me permettrez d'exprimer notre profonde gratitude au Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, pour son engagement constant et sa fructueuse collaboration avec notre pays, qui nous a valu des résultats tangibles en faveur de l'équité et l'égalité hommes-femmes au Sénégal. À la faveur de notre partenariat, le Sénégal a bénéficié des programmes et projets innovants, catalyseurs de changements positifs dans les domaines de l'éducation des filles dans les filières scientifiques et techniques, de la santé, dont le soutien médical et financier aux femmes affectées par la fistule, et récemment les chantiers de l'unité de fabrication de services hygiéniques pour les jeunes filles, les femmes affectées par la fistule et les couches culottes pour adultes qui ont des problèmes de rétention urinaire. Sans oublier, bien entendu, l'entrepreneuriat féminin. Il me plaît aussi de citer le projet il me plaît également de citer la plateforme 50 millions de femmes ont la parole, qui met en interaction les femmes du milieu rural, des milieux urbains et périurbains, dont le Sénégal est également bénéficiaire. Madame la directrice, tout en espérant que notre pays continuera à bénéficier d'autres actions du CCDG, nous accueillons vivement les nouvelles initiatives en matière de participation politique des femmes et la promotion de la paix. C'est sur ce que nous souhaitons plein succès à notre célébration régionale de la Journée internationale des droits des femmes 2026. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Astou Diouf, directrice de l'équité et du genre au niveau du ministère de la Famille et des Solidarités. Merci vraiment pour ce beau plaidoyer pour les femmes. Et ça me donne tout simplement envie de dire qu'il faut donner à l'engagement féminin la possibilité de pouvoir protéger, préserver, restaurer, mais aussi et surtout transformer durablement nos économies. Et je vais faire un petit rappel de l'objectif de cet événement qui vise à promouvoir, dans un premier temps, le dialogue sur les droits et l'accès à la justice dans le contexte des transitions écologiques. Identifier aussi les obstacles structurels et financiers qui freinent le leadership des femmes, renforcer les partenariats entre institutions, gouvernements, société civile et secteur privé. Il s'agit non seulement d'échanger, mais d'engager une action collective durable, de l'engagement à l'action. Elle en est l'incarnation parfaite. Elle est auteure de plusieurs publications, articles scientifiques et rapports sur le genre et le développement, les femmes et le pouvoir. Elle s'est impliquée dans l'autonomisation économique et politique des femmes à travers diverses organisations dont le Women Leaders Caucus, et elle a joué un rôle crucial dans le vote de la loi sur la parité au Sénégal. Elle a également été impliquée dans des programmes internationaux en tant que membre du comité scientifique d'Africa 2020 pour identifier les problématiques spécifiques des femmes artistes en Afrique et écrire une histoire de l'art plus inclusive. Elle est membre aussi du comité consultatif de l'OMS sur la recherche et le développement de la santé, membre du groupe consultatif du FMI pour l'Afrique subsaharienne,
honorable Fatou Sow Sarr, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, très fort. Madame Fatou Sow Sarr, que j'admire. Hein. C'est tout à fait normal que je parle comme ça. À chaque fois que je parle d'elle, je suis émue. C'est vraiment une de mes grandes références. Madame Fatou Sow Sarr, vous avez la parole. Merci beaucoup. Excellence, Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal. Monsieur Gueye, représentant le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Madame la représentante du ministère de la Famille. Madame la directrice de ONU Femmes au Sénégal. Mesdames la représentante de Women du Climate Linger Club, excusez-moi, et Madame la représentante des étudiants de l'Institut supérieur de management. Je reviens au public. Madame la directrice du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, Madame, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassades et des partenaires techniques et financiers, je veux parler de l'UNFPA, du GIZ, du CRDI, de la Banque agricole, de WAVE, de SAGAM, de IPAR, de CRES et des autres. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des ONG, réseaux et organisations de femmes. Mesdames et Messieurs, chers représentants des étudiants et étudiantes de l'Institut des sciences de l'environnement, chers collègues, puisque je suis une ancienne de cet institut, les représentants de l'Institut supérieur de management et de l'Institut des métiers de l'environnement et de la météorologie. Mesdames et Messieurs, chers membres du personnel du CCDG et du GIABA, Mesdames et Messieurs, chers participants, en vos grades, titres et qualités. C'est pour moi, je suis particulièrement heureuse aujourd'hui devant ce beau plateau, pas juste du point de vue esthétique, mais la qualité des personnes qui sont ici, pour ce qu'ils représentent, pour leur qualité intellectuelle, pour leurs compétences et leur expertise. Et ceux qui m'ont précédé, les discours étaient magnifiques. Oui, la jeune représentante de l'ISM, vous nous avez frappé droit au cœur. Linger aussi. C'est bien d'utiliser ce mot de Linger. Les Linger ont toujours été des personnes parfaites. Donc, je suis très, très heureuse de cette rencontre et c'est un grand honneur de prononcer cette allocution à l'occasion de cette importante rencontre consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et adresser mes chaleureuses salutations à tous les participants pour avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. J'adresse mes remerciements les plus sincères et de haute portée au ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole, son Excellence Birame Souleye Diop, représenté ici par M. Cheikh Tidiane Gueye, qui est son conseiller technique. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui parce que des obligations liées à ses fonctions l'appellent ailleurs. Il m'a appelé tôt ce matin pour d'abord la veille, son secrétaire général, mais aussi ce matin, il a appelé pour s'excuser. En fait, nous avions voulu qu'il soit présent avec nous parce qu'il est un véritable champion du genre. Il a engagé des réformes progressives pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes dans le secteur extractif. En élargissant le comité de suivi de fonds d'appui aux organisations de femmes et des jeunes, il a ouvert la voie à un financement structurant pour le leadership économique des femmes dans les communautés impactées par les activités extractives. Et M. Gueye, tout à l'heure, nous expliquera ce qu'il a fait pour les femmes dans son ministère. C'est un homme avec qui
j'entretiens des discussions régulières de plaidoyer en direction des femmes et il fait partie des rares ministères où on trouve les femmes à des postes stratégiques dans l'étendue de son ministère. Et M. Momar Sow nous dit dans le cadre des réflexions que nous menons au niveau du département que ce n'est pas juste les positions de postes politiques que nous devons viser, mais aussi le contrôle de la technostructure. Je crois que si je me trompe, c'est comme ça qu'il l'a dit. Et avoir des femmes à ces niveaux stratégiques dans son ministère, pour nous, est important. C'est pourquoi nous voulions l'honorer pour aujourd'hui, pour en faire un exemple à offrir aux autres ministres de ce gouvernement pour qu'ils fassent de leur mieux. Et donc, M. Gueye, vous lui transmettrez toutes nos amitiés, notre respect, mais aussi la reconnaissance du travail qu'il a fait. Je continuerai à adresser aussi mes remerciements particuliers à la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, au directeur général du GIABA, pour avoir honoré de leur présence cette journée de célébration des femmes, démontrant comme d'habitude leur soutien sans faille à toutes les actions et initiatives du CCDG. Je voudrais aussi, à ma qualité de commissaire en charge du développement humain et des affaires sociales, exprimer mes sincères remerciements au gouvernement du Sénégal, et particulièrement au ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Madame Maïmouna Dieye, qui est notre amie. Maïmouna, c'est une personne qui nous est chère parce qu'elle fait partie aussi des résultats des combats du caucus des femmes leaders pour la participation des femmes à des niveaux politiques. Mais c'est aussi une vérité, son engagement en faveur de l'égalité et de l'émancipation des femmes, elle précède son arrivée à ce ministère-là. Et donc nous apprécions tous les efforts qu'elle est en train de mener pour en tout cas atteindre les objectifs que les femmes du Sénégal se sont fixés. Nous remercions aussi le Bureau national de la CEDEAO pour leur présence et accompagnement constant auprès du CCDG, traduisant tout l'intérêt du gouvernement pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au Sénégal. Mes remerciements vont également aux ambassadeurs, au ministère sectoriel, à toutes les cellules genre ici présentes, aux organisations de la société civile, aux réseaux de femmes activistes, féministes, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers. Et une mention spéciale sera adressée aux étudiants et étudiantes pour leur forte mobilisation, montrant aussi tout l'intérêt que vous portez à cette célébration. J'ai vu parmi les panélistes, je voudrais donc, je disais, saluer la qualité de l'expertise qui nous ont offerte aujourd'hui pour discuter de ces thématiques. Et je voudrais saluer l'ensemble des experts qui vont intervenir tout à l'heure, mais relever la présence de Madeleine Diouf Sarr, que je salue respectueusement pour l'admiration et le respect que j'ai de sa connaissance de ce secteur. J'ai eu souvent à la rencontrer comme consultante sur ces questions de changement climatique et elle est restée, à mon avis, très persévérante et je pense qu'elle a cumulé un niveau d'expertise dans ce pays qui aurait mérité, à mon avis, que le gouvernement reconnaisse le travail de cette dame et lui donne toutes les responsabilités correspondant à son expertise pour le bien du Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, en cette journée de célébration des droits des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons leur courage et leur abnégation pour le triomphe de tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Oui, il y a eu des avancées, même s'il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, des progrès considérables ont été réalisés en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Cependant, les femmes et les filles se heurtent toujours à d'immenses obstacles. Des millions de femmes et filles sont marginalisées et font face à l'injustice de la discrimination, mais particulièrement à la violence qui persiste encore de nos jours. Madame Astou Diouf,
c'est vrai, peut-être vous m'avez dit qu'il faut changer le concept de marginalisation, ce n'est pas le concept adéquat, mais enfin. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème des Nations Unies pour cette année, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, appelle à l'action pour démanteler les obstacles structurels à une justice équitable, comme les lois discriminatoires, les protections juridiques insuffisantes, les pratiques et normes sociales néfastes qui freinent l'avancée en matière de droits pour les femmes et les filles de notre région. C'est dans ce contexte que la commission de la CEDEAO, s'inscrivant sur ce thème, a choisi de mettre l'accent sur un sous-thème portant sur faire progresser les droits, la justice et l'action pour toutes les femmes et filles dans le contexte du changement climatique et des transitions écologiques en Afrique de l'Ouest. Excellences, Mesdames et Messieurs, les femmes et les filles, en particulier celles des communautés vulnérables au climat et marginalisées, continuent de faire face à des barrières structurelles et juridiques qui restreignent leurs droits, leur accès à la justice et contraignent leur capacité à agir en tant que leaders locaux dans les secteurs de l'action climatique et de l'économie verte. En effet, l'Afrique de l'Ouest est une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique et selon les prévisions climatiques actuelles, notre espace régional sera très affecté encore par les changements climatiques et les femmes et les jeunes filles resteront disproportionnellement touchées par ce phénomène, notamment en termes de dégradation environnementale, de catastrophes et de déplacements. Au vu de toutes ces difficultés, et malgré le rôle essentiel des femmes et des filles dans l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, il a été constaté que les lois, les politiques et les cadres stratégiques nationaux pour la gouvernance du climat, de l'environnement et des risques et catastrophes continuent de ne pas reconnaître et intégrer leurs besoins de manière systémique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'action climatique et les transitions écologiques offrent à la fois des risques et des opportunités pour les femmes et les filles en Afrique de l'Ouest. Pour garantir que ces processus soient inclusifs et justes, il est essentiel de mettre l'accent sur des politiques climatiques et environnementales, des mécanismes de financement et des stratégies de transition qui prennent en compte les inégalités d'accès à la terre, aux ressources productives, à la technologie, aux compétences, à la prise de décision, ainsi qu'au financement climatique et vert. Et c'est dans cette perspective que la CEDEAO, en collaboration avec ONU Femmes, notre partenaire de toujours, soutient les États membres de la CEDEAO à développer et à mettre en œuvre des cadres et programmes juridiques et politiques sensibles au genre afin de promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles et de renforcer leur accès à la justice climatique afin de leur permettre de participer pleinement aux transitions vertes et à l'action climatique. Dans le cadre de ces efforts, le Centre Genre et ONU Femmes ont conjointement lancé en 2025 la communauté de pratiques ouest-africaines sur le genre et l'économie verte. En tant que plateforme régionale pour le dialogue, le renforcement des capacités, l'apprentissage par les pairs et le partage des meilleures pratiques entre les États membres et les parties prenantes. Des politiques hardies ont été mises en place par la CEDEAO en collaboration avec ses États membres et ses partenaires. Il s'agit de l'adoption en 2019 de la stratégie et le plan d'action genre 2020-2030 de la CEDEAO pour la réduction des risques climatiques, des risques de catastrophe et l'adoption d'une feuille de route pour les femmes et le changement climatique pour les ministres de la femme et du genre des États membres de la CEDEAO. Cette feuille de route a permis de mise en œuvre conjointement avec ONU Femmes a permis de mener une série d'activités visant à promouvoir une dimension genre plus forte dans la transition vers l'économie verte et les politiques de transition en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une cartographie des emplois verts, de l'organisation de dialogues virtuels sur femmes et emplois verts en Afrique avec les organisations de la société civile et un dialogue régional sur femmes et transition vers l'économie verte en Afrique de l'Est. Aujourd'hui encore, en termes de perspective, le Centre Genre travaille sur la formulation d'un projet conjoint sur genre et économie verte avec ONU Femmes et les agences de la CEDEAO intervenant
dans le domaine de l'énergie, de l'eau et de l'alimentation. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces initiatives entrent dans le cadre de la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés en matière de développement et d'égalité des genres, particulièrement dans le domaine de l'accès au droit, à la justice et à l'action pour toutes les femmes et filles dans le contexte du changement climatique et de transition écologique en Afrique de l'Ouest, mais également de la vision Sénégal 2050, qui accorde une place importante aux couches les plus vulnérables de notre société, en particulier aux femmes, aux filles, aux jeunes et aux populations rurales. Les différentes initiatives du ministère de l'Énergie et des Mines et du Pétrole en est un exemple avec l'allocation de 30% du Fonds d'appui au développement local en faveur de l'autonomisation des femmes, une avancée majeure et concrète vers une justice économique pour les femmes. Enfin, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer pour vous assurer de l'engagement ferme de la CEDEAO à œuvrer davantage et à accélérer encore plus la promotion de l'égalité des genres, particulièrement l'accès au droit, à la justice et à l'action pour toutes les femmes et les filles dans le contexte du changement climatique et des transitions écologiques au bénéfice de la communauté ouest-africaine. À vous, Monsieur le représentant du ministre, Birame Souleye Diop, nous voulons vous dire que, en guise de reconnaissance pour le travail qu'il a effectué, nous nous rendrons prochainement à son bureau avec nos partenaires de ONU Femmes et les autres, avec la représentante de la CEDEAO ici au Sénégal, pour lui remettre son trophée de reconnaissance pour les efforts envers la femme au niveau de son ministère, en espérant qu'il va entraîner d'autres ministres dans ce sillage. Et pour cela, je pense à Cheikh Tidiane Dièye. Je lui fais un clin d'œil parce que c'est moi qui l'ai accueilli à Enda quand il est revenu de la Suisse. Et il avait, avec nous, travaillé, avant de rejoindre ce ministère-là, nous avons travaillé énormément sur la dimension genre, sur un certain nombre de perspectives. Et je m'étonne que Cheikh n'ait pas été le premier à amener au niveau de la technostructure, comme le dit Pape Sow, autant de femmes dans son ministère. C'est Birame Souleye qui l'a fait et nous allons le décorer pour cela, en espérant que d'autres ministres suivront. En tout cas, c'est l'engagement que nous prenons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Fatou Sow Sarr. Un discours de rappel, un discours de plaidoyer, un discours de recommandation. Merci vraiment pour ce beau discours. C'est vrai, elle l'a rappelé, des progrès ont été notés. Cependant, des millions de femmes sont encore marginalisées et subissent les violences basées sur le genre. Elle l'a aussi dit, elle l'a recommandé. Il faut mettre en place des stratégies de transition qui prennent en compte le genre, particulièrement les femmes. Et sur ce, moi je dirais tout simplement, pour relever le défi de la transition écologique, il nous faut impérativement changer nos modes de production et de consommation. Et c'est là qu'on interpelle Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie et des Mines, le CT Cheikh Tidiane Dièye, pour son allocution. Je vous remercie. Madame la représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, Madame la commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, Madame la directrice ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels et des institutions de la CEDEAO, Madame la représentante de l'ISM, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales
et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, distingués participants. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole au nom de M. Birame Souleye Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, empêché et qui m'a chargé de vous transmettre ces salutations fraternelles à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2026, organisée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec ONU Femmes. Je voudrais, avant toute chose, exprimer au nom du ministre M. Birame Souleye Diop mes sincères remerciements à la commission de la CEDEAO et à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette importante rencontre ici à Dakar, la tenue donc de cette célébration qui témoigne de l'engagement constant de notre espace communautaire en faveur de la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. La Journée internationale de la femme constitue chaque année un moment privilégié de réflexion collective. Elle nous offre l'occasion de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et de renouveler notre détermination à construire des sociétés plus justes, plus inclusives et plus équitables. Le thème retenu cette année par les Nations Unies, droit, justice, action pour les femmes, pour toutes les femmes et les filles, nous rappelle avec force que l'égalité entre les sexes ne saurait être un objectif abstrait. Elle appelle des actions concrètes, des politiques publiques ambitieuses et une mobilisation collective afin que chaque femme et chaque fille puisse pleinement exercer ses droits et participer à la transformation de nos sociétés. Je ne peux pas donc ne pas citer les postes de direction occupés par les femmes au niveau du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Notez bien, le poste de directeur général de l'énergie revient à une femme, Mme Fatou Mbaouli. Le poste de secrétaire permanent à l'énergie, qui est la figure de proue du ministère, qui est vraiment donc le couteau suisse du ministère, qui coordonne tous les grands projets du ministère, revient à une femme qui est Mme Oumi Khairou Diop Diaw. Le poste de directeur des mines et carrières revient à une femme qui est Yandé Faye. Le poste de directeur du cadastre, le directeur c'est directrice, mais généralement par Senghor, les postes de directeur, vous voyez même dans les décrets, on dit femme directeur. Mais moi, je plaiderai en faveur de femme directrice. Donc, directrice du cadastre, je dirais donc, ça revient à, donc, occupé par une femme, en l'occurrence, donc, Mme Yandé Faye. Le poste de directrice de la transition énergétique, donc, est occupé par une femme, en l'occurrence, Mme Yaye Catherine Diop. Le poste très stratégique de direction, donc, directrice donc, de la planification des études et du suivi et des évaluations revient à une femme occupée par Mme Thiam, Fatou Sow Thiam. Le poste de directrice de la stratégie et de la régulation revient à une femme, donc occupée par une femme, donc Mme Seck, Aminata Seck, Mme Daw Aminata Seck. Et enfin, le poste de directrice donc, du service géologique national du Sénégal, Dr Samba, revient aussi à une femme. Donc vous avez combien de postes ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postes qui reviennent donc à des femmes au niveau du ministère. Pour montrer un peu l'engagement du ministre à pouvoir responsabiliser davantage les femmes au niveau du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Dans ce contexte donc spécifique de l'Afrique, le sous-thème consacré à la progression des droits et de la justice et de l'action pour toutes les femmes et les filles face au changement climatique et aux transitions donc écologiques revêt une importance particulière, raison pour laquelle on a confié ce poste à une femme, Yaye Catherine Diop. Les effets donc du changement climatique affectent profondément nos économies, nos territoires et nos communautés. Dans de nombreux cas, les femmes se trouvent en première ligne face aux conséquences de ces bouleversements, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'accès à l'eau,
de l'énergie et de la gestion des ressources naturelles. Pourtant, loin d'être uniquement des victimes de ces transformations, les femmes sont également des actrices essentielles des solutions. Leur engagement, leur savoir-faire et leur capacité d'innovation constituent des atouts majeurs pour bâtir des modèles de développement plus durables. C'est pourquoi il est indispensable de renforcer leur participation dans la prise de décision, dans l'élaboration des politiques publiques et dans la mise en œuvre des stratégies de transition écologique. Au Sénégal, comme dans beaucoup de pays donc, de l'espace CEDEAO, cette conviction guide l'action publique. Sous l'impulsion des plus hautes autorités de l'État, nos pays s'attachent à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, à favoriser leur accès aux opportunités économiques et à intégrer pleinement la dimension genre dans les politiques sectorielles. Dans le domaine de l'énergie notamment, nous sommes convaincus que la transition énergétique ne peut réussir sans l'implication active des femmes. Leur participation est déterminante pour accélérer l'accès universel à l'énergie, promouvoir les solutions énergétiques durables et renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques. L'essor des énergies renouvelables, l'innovation technologique et la transformation de nos systèmes énergétiques ouvrent de nouvelles perspectives. Ces transformations doivent constituer des opportunités pour renforcer la place des femmes dans des secteurs scientifiques, techniques et industriels. À cet égard, la coopération régionale joue un rôle essentiel. La CEDEAO constitue un cadre privilégié de mutualisation des expériences, partager donc les bonnes pratiques et construire ensemble les politiques régionales ambitieuses en matière d'égalité de genre et de développement durable. Mesdames et messieurs, les avancées enregistrées ces dernières années sont réelles. Toutefois, les défis restent nombreux. L'accès équitable aux ressources économiques, la participation des femmes aux instances décisionnelles, la protection de leurs droits et la valorisation de leur contribution au développement demeurent des priorités. La mobilisation collective est donc plus que jamais nécessaire. Gouvernements, organisations régionales, partenaires internationaux, secteur privé et société civile doivent conjuguer leurs efforts afin de créer un environnement favorable à l'épanouissement et au leadership des femmes. Je formule le vœu que les échanges qui auront lieu ici au cours de cette journée permettent d'enrichir notre réflexion et d'engager des pistes d'action concrètes pour renforcer la justice, l'égalité et l'inclusion dans notre espace communautaire. Je voudrais conclure, avant de conclure, je voudrais donc rendre un hommage au nom donc de Monsieur le ministre, rendre donc un hommage, j'allais même dire un hommage appuyé à toutes les femmes de la CEDEAO, j'allais même dire à toutes les femmes du monde, femmes rurales, entrepreneurs, chercheurs ou bien chercheuses, responsables publics, militantes associatives et jeunes leaders par leur engagement quotidien. Elles contribuent de manière décisive au progrès économique, social et environnemental de nos pays. Mesdames et messieurs, en vous renouvelant les remerciements du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Biram Souleye Diop, je déclare ouverte la célébration de la Journée internationale de la femme édition 2026, tout en vous souhaitant des échanges féconds et des débats ouverts. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Tidiane Gueye, représentant le ministère du Pétrole, Monsieur Biram Souleye Diop. Merci beaucoup. Merci vraiment pour ce discours, pour également le lancement de ces activités, pour ce discours d'ouverture
Nous remercions aussi la présence du professeur Pendambo qui est là et qui vous a lancé un message tout à l'heure. Merci certes pour la promotion du leadership féminin au niveau de votre ministère, mais elle a tenu à vous dire c'est parce qu'elles sont compétentes qu'elles ont leur place dans votre ministère. Et moi, je dirais tout simplement qu'une transformation effectivement sociétale de l'Afrique ne pourrait se faire qu'avec l'implication massive des femmes. Et c'est ce qui va nous mener maintenant à notre panel du jour, ce panel de haut niveau qui sera animé par Madame Elena Ruiz Abril de ONU Femmes, à qui je vais céder la place pour présenter ces panélistes. Je veux commencer avec Natural Justice. À juger par le nom de l'organisation, vous avez beaucoup à dire sur cette conversation. Donc, je voudrais savoir, on a entendu parler lors de sa locution, est-ce qu'on peut avoir des justices climatiques sans avoir des justices sociales? Bon, je voudrais savoir un peu, de votre point de vue, quelles sont les priorités du plaidoyer pour Natural Justice? Qu'est-ce qui vous fait et où est-ce qu'on doit mettre l'accent pour vraiment progresser dans une action climatique juste et inclusive? Si vous pouvez parler autour de 5 minutes, parce qu'on voudrait avoir le temps d'écouter de l'audience et de notre public aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'emblée remercier ONU Femmes, mais également la CEDEAO, particulièrement le Centre d'égalité des genres, qui nous a invités à partager notre expérience et ce que nous faisons dans le domaine de la justice climatique et de l'environnement, mais également remercier aussi ces valeureuses dames qui nous ont inspirés à travailler dans la recherche, en l'occurrence les professeurs Sow et les professeurs Mo. Nous vous remercions et nous vous tirons nos chapeaux. Merci à vous de nous inspirer. Je pense que je ne vais pas revenir d'emblée sur les menaces aujourd'hui sur la justice climatique, mais je vais surtout focaliser l'intervention sur ce que Natural Justice fait ou sur ce que la société civile devrait pouvoir faire. Mais vous me permettrez en 30 secondes de présenter Natural Justice, qui est une organisation de juristes environnementalistes et de juristes de droits de l'homme africaine, 100% africaine avec des bureaux régionaux et le bureau de Dakar que je dirige qui couvre les pays de l'Afrique de l'Ouest et francophone. Donc en tant qu'organisation de juristes, nous nous intéressons et notre porte d'entrée dans la justice climatique, dans l'environnement, dans le genre, c'est vraiment la justice et le droit des femmes, des communautés et des jeunes filles. Et nous avons fait un constat à travers le continent africain. Dans un premier temps, la marginalisation des femmes, des jeunes filles dans les politiques, malgré que des efforts ont été faits dans certains pays, d'autres restent à faire. Mais nous partageons aussi l'inquiétude que dans les instances décisionnelles, si nous prenons le cas du Sénégal, surtout les instances décisionnelles locales, en dehors des postes électifs, nous n'avons pas une bonne représentation des femmes. Je veux en témoigner une étude que nous sommes en train de mener avec le CRDI sur la représentation des femmes dans les instances locales de décision, que ce soit les CLPA, que ce soit les comités de gestion des aires marines protégées, les mairies. En dehors des mairies, nous avons noté une absence parfois des femmes dans certaines instances décisionnelles. Et ça, je pense que ça ne nous permet pas peut-être d'avancer. Et même dans ces instances décisionnelles, que ce soit la mairie en l'occurrence, les femmes n'occupent pas forcément des postes stratégiques, surtout quand ça revient à l'environnement et au climat, notamment de président de commission de l'environnement, de président de commission domaniale, entre autres. On les voit, on les retrouve dans d'autres positions, en tout cas pas dans des positions de leadership stratégique. Donc je pense que le premier acte que nous devons faire, j'ai beaucoup entendu ce matin, et je sais que beaucoup d'efforts ont été faits dans l'autonomisation économique des femmes, je crois qu'il est maintenant temps de travailler sur l'autonomisation juridique des femmes. Et quand on parle d'autonomisation juridique des femmes, c'est de rendre accessible le droit à ces femmes, leur donner le pouvoir
leur donner la connaissance juridique, leur montrer qu'est-ce que la loi, les politiques leur offrent, mais à partir de ça, comment elles peuvent utiliser les politiques et les lois, mais comment elles peuvent aussi façonner ces politiques et ces lois-là. Et ça, Natural Justice le fait à travers des protocoles bioculturels que nous utilisons et qui sont reconnus par exemple, la Convention sur la biodiversité et le protocole de Nagoya, et qui devraient permettre à ces femmes détentrices de la connaissance et du savoir traditionnel, de pouvoir définir les interactions qu'elles veulent avoir sur ces connaissances ou sur ces ressources naturelles. Il faut également qu'on puisse aller et avancer sur les contentieux climatiques. Il faut qu'on puisse aller sur des contentieux climatiques, mais également avec un point femme ou un point jeune fille. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et je crois que les États ont fait des efforts, mais surtout dans le domaine de la politique. Il est temps que les États fassent des efforts dans le domaine du droit. Parce que la politique reste une vision, une orientation. Et aujourd'hui, si on veut développer le contentieux, si on veut développer le pouvoir des femmes, il faut aussi qu'elles aient des lois spécifiques qu'elles puissent invoquer quand elles se sentent marginalisées. Ça, je pense, c'est un aspect qui est important. L'autre élément aussi qui est important, je pense, c'est de pouvoir travailler sur du plaidoyer au niveau régional, que ce soit la CEDEAO, que ce soit également l'Union africaine, pour qu'on puisse avoir des textes, des conventions, des directives, des règlements qui soient contraignants et applicables au niveau des États. Et qu'à partir de ce moment, qu'on puisse, nous, société civile, être les sentinelles et obliger les États à mettre en œuvre ces conventions qu'ils auraient ratifiées ou ces règlements que la CEDEAO voudrait bien prendre et pousser à mettre en œuvre. L'autre élément que je pense qui est important, c'est de travailler sur les données. Les évidences, si on doit faire du plaidoyer, les évidences sont un levier important parce qu'il faudrait qu'on puisse, en parlant avec des autorités, en parlant avec des parties prenantes, leur démontrer clairement que ce que nous disons, non seulement nous le maîtrisons, mais également voilà les évidences, voilà les preuves. Et je vais finir, parce que j'ai que 5 minutes, il y a énormément de choses à dire, mais sur les capacités, mais également sur des financements sensibles. Aujourd'hui, c'est important qu'on puisse renforcer les capacités des femmes, qu'elles puissent agir d'elles-mêmes, agir seules, parce qu'elles ont la capacité, elles ont la connaissance, elles ont les moyens. Mais si on se base aujourd'hui sur l'accès au foncier, sur l'accès au crédit, on se rend compte que les femmes sont très marginalisées. Et pourquoi elles sont marginalisées? Si nous prenons des exemples comme des fonds sur les DCF, parce que l'accès au financement est compliqué et complexe. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est renforcer les capacités de ces femmes-là et en faire de véritables leaders pour le changement, pour le développement présent et futur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dieka, pour une liste des priorités très pertinentes et ambitieuses. J'espère qu'on aura le temps, lors de la séance de discussion, d'analyser en détail. Restez avec nous parce que je suis sûre que l'audience aura intérêt à développer beaucoup de ces aspects. On va passer maintenant à voir un peu la perspective du secteur privé. Le secteur privé aussi a un rôle à jouer dans la justice climatique. Madame Dieka a fini par parler du financement. Je suis sûre qu'on va continuer un peu dans cette ligne. Mais on a entendu au début de l'événement dire est-ce qu'on peut parler d'une transition juste si on laisse de côté les entreprises dirigées par des femmes? C'est une question très pertinente. Et ici, on a vraiment un représentant d'une entreprise menée par une femme qui est au cœur du secteur de l'économie verte, la gestion des déchets électroniques. Quels sont les défis que les entreprises menées par des femmes rencontrent pour vraiment participer de façon effective à une transition, à une économie verte en pleine condition d'égalité avec d'autres entreprises qui sont peut-être plus grandes ou qui sont détenues par des hommes? Quels sont les défis et où est-ce que vous voyez les rôles du secteur privé pour avancer sur une justice climatique?
Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à tous les invités. Permettez-moi aussi de remercier ONU Femmes aujourd'hui pour l'invitation. La CEDEAO également, avec qui on a eu un premier contact, c'était en 2019, où l'entreprise CETIC a gagné le premier prix FARI au niveau régional, à représenter le Sénégal. Donc, je m'appelle Boussoura Talla, je suis la cofondatrice et la directrice de la société CETIC, qui œuvre dans la gestion des déchets. C'est vrai que notre ADN, quelque part, c'est la gestion des déchets électroniques, mais ça fait maintenant depuis quelques années, par instinct aussi de survie, où économiquement, durant Covid, c'était très difficile, notamment sur ce secteur-là, et à la demande également de pas mal de clients qu'on a commencé à diversifier nos activités et faire grandir l'équipe. Alors, par rapport à votre question, permettez-moi d'abord de vous dire que les femmes sont déjà présentes quelque part, en fait, dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, pour vous présenter peut-être un peu rapidement mon parcours, moi, à la base, je ne suis pas du secteur de l'environnement. J'ai fait une formation en réseau et télécommunications, une formation d'ingénieur, donc très technique. Je sortais de là pour aller designer, installer des antennes, des BTS, enfin, tout ce qui vous permet d'appeler, en fait, aujourd'hui. Et c'est en étant dans ce secteur-là et en revenant au Sénégal que je me rends compte qu'il y avait un problème par rapport au recyclage des déchets électroniques. Donc de là, je rencontre une environnementaliste. On se dit, il faut qu'on adresse ce problème-là. Et de fil en aiguille aussi, donc cette société qui existe depuis plus de 10 ans, de fil en aiguille, par aussi quelque part opportunité familiale, quelque chose qui était là, je bascule également dans l'agriculture. Alors souvent quand je présente mon parcours, ma mère est la première à dire, on ne sait pas ce que tu es. Tu fais des déchets, après tu fais de l'agriculture. Je vais quelque part, on me dit Madame Déchet. Je vais ailleurs, on me dit tu es Madame Salade. Finalement, on me dit bon, il faut arriver à définir qui tu es. Et pourquoi en fait je vous dis tout ça? Parce que je ne suis pas arrivée à saisir ces opportunités-là parce que je suis plus intelligente que les autres femmes, etc. Absolument pas, pas du tout. Parce que en fait, j'ai eu la chance d'être dans un environnement qui m'a permis d'évoluer dans ce sens-là. Et avant d'arriver aux problèmes que les femmes entrepreneurs rencontrent, moi, j'irai adresser le problème, en fait, ou les obstacles que les femmes tout court rencontrent tous les jours. J'ai eu un père depuis très jeune qui m'a dit, si un homme peut le faire, tu peux le faire. Tu peux faire ce que tu souhaites dans la vie. Quand j'ai été en formation, on me disait souvent, on apprend à un ingénieur d'aller chercher l'information, mais on ne t'apprend pas à tout savoir. Ce qui fait qu'en fait, quelque part, j'ai grandi avec ce déclic-là en me disant que si je veux aller aborder un domaine, je fais une formation, je me forme, je m'encadre des bonnes personnes et on y va. Et aujourd'hui, c'est quelque part ce qui manque aux femmes. Le support familial. Et surtout, quand ça vient des hommes. Parce que quand il m'a dit tout ça, figurez-vous, moi j'ai une mère qui n'a pas travaillé et qui nous a accompagnés toute notre vie. Et je me suis dit, si c'est un homme qui me dit ça, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et qu'il a forcément raison. Et donc, du coup, comme je disais, c'est ça pour moi qui manque aux femmes. Et je vais prendre le parallèle avec l'entreprise agricole, justement, où on se dit, OK, on va favoriser l'embauche des femmes, etc. Quasiment impossible de trouver une femme qui vient travailler. Je suis même arrivée jusqu'à me dire, allez, je prends pour un même poste, je vais prendre 2 personnes pour qu'elles puissent s'alterner. Mais souvent, il y a la famille qui bloque, qui dit que peut-être c'est trop loin, on ne sait pas encore, etc. Au niveau du village, pareil, on fait venir des femmes pour travailler et après, on se rend compte que quand on veut les faire évoluer, quand on veut créer des opportunités d'affaires, elles n'ont pas accès au foncier. Souvent, les paiements, quand on creuse un peu plus, ça se fait sur le compte du mari, directement. Donc, tous ces obstacles-là font que, souvent, à la base même, les femmes ont du mal, justement, à... Alors, elles peuvent entreprendre, parce qu'elles le font entre 2 tâches. Supposons, aujourd'hui, elle ne cuisine pas, elle va le faire, etc. Mais elles n'ont pas forcément l'opportunité d'aller beaucoup plus loin. Elles n'ont pas forcément l'opportunité de déléguer certaines tâches pour aller se concentrer pour développer une entreprise. Et pour moi, la première action, c'est vraiment que la société appuie, que la société encadre, et je fais un plaidoyer, c'est les hommes en premier, qui justement facilitent la tâche aux femmes pour qu'elles puissent justement aller développer des opportunités. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas s'occuper de la famille,
Elles le font très bien, mais elles ont besoin d'un support externe pour y arriver. Maintenant, on arrive justement à la partie entreprise. Bien entendu, le financement en fait partie, tout à fait. Mais avant ça, c'est aussi beaucoup la formation. La formation pour certains métiers. Aujourd'hui, typiquement sur la gestion des déchets, il nous est arrivé à un certain moment de dire, OK, pour tel poste, on veut une femme. Mais des postes vraiment purement techniques. On a cherché pendant longtemps, on n'est pas arrivé à trouver. Ce n'est pas qu'on ne le veut pas, mais peut-être que les femmes ne vont pas forcément aller vers ces métiers. Donc là où on peut, sur les métiers de la finance, sur les métiers de management, hygiène, sécurité, environnement et tout ça, on le fait. Mais sur les métiers opérationnels, on a dû bloquer des campagnes de recrutement pendant un moment. On ne peut pas. On n'a absolument pas trouvé. Et bien entendu, le financement. Plusieurs fois, on nous a dit, pourquoi vous voulez autant d'argent? Mais pourquoi pas? On a besoin de développer nos activités. Mais souvent, on se rend compte que sur des mêmes projets, on a une entreprise dirigée par des hommes à côté qui viennent lever. À l'époque, ce n'était même pas beaucoup. Hein. C'était peut-être un maximum de 20 millions. Nous, on arrive avec 15, c'est beaucoup. On dit, pourquoi c'est beaucoup? Le monsieur d'à côté, il a levé 20 millions. Donc, pourquoi pas? Donc, quand on va sur des montants qui sont plus élevés, c'est toujours, pourquoi vous avez besoin autant d'argent? Pourquoi? Et après, bien entendu, comme les femmes n'ont pas toutes les ressources, il y a les problèmes de garantie qui vont se poser. Mais ça, je pense que c'est un point qui est un peu global. On va dire à l'écosystème, que ça soit la garantie, le temps que ça prenne. Et au-delà de ça, maintenant, une fois que la femme, malgré tout ça, arrive à créer son entreprise, les entreprises qui sont dans le secteur, soit de l'économie circulaire, du secteur du climat, sont traitées exactement comme des entreprises classiques. C'est-à-dire, on peut avoir une entreprise verte à côté qui crée de l'emploi, qui fait du bien à la population, à l'environnement. On peut avoir à côté une autre entreprise qui pollue, une autre entreprise qui, je ne sais pas, achète et vend des biens tout simplement. L'ensemble de ces entreprises-là sont traitées de la même façon, alors qu'on n'est pas sur un cycle de rentabilité, sur le même cycle de rentabilité. Les entreprises vertes, les entreprises de l'économie circulaire prennent du temps. Une entreprise qui fait de l'achat-vente peut aller rentabiliser peut-être sur 2 ans. Une entreprise verte, c'est beaucoup plus long. Et ça, souvent, les banques ne comprennent pas. J'en parle même pas, je pense qu'il n'y a pas de banquier dans le... les bailleurs comprennent, mais on a besoin d'aller plus loin, justement. On a besoin de cette fiscalité verte-là, on a besoin de cet appui-là pour permettre non seulement aux femmes de créer des emplois, mais également de créer des opportunités d'affaires pour les autres femmes dans la chaîne de valeur. Merci beaucoup. D'abord pour les témoignages personnels très importants pour inspirer d'autres dans la même démarche. Aussi pour identifier les problèmes. Il y a un problème de soutien autour des femmes qui veulent démarrer dans ce domaine, mais aussi des questions très pratiques comme l'accès au financement. S'il y a des banquiers dans la salle, c'est encore mieux. Il faut qu'ils écoutent, n'est-ce pas? Je pense qu'on a partagé un dialogue avec les banques ici au Sénégal en janvier, en octobre dernier. Et là, vraiment, on a constaté quel était le décalage entre les besoins des entreprises comme la vôtre qui travaillent dans des métiers verts et les produits que les banques offrent. Surtout des produits qu'ils pensent sont déjà alignés avec les besoins des entreprises menées par des femmes, mais il y a toujours ce décalage. Donc, il faut continuer le dialogue, les plaidoyers et le dialogue. Et maintenant, on va passer à la partie institutionnelle. On a ici avec nous une représentation du ministère de l'Environnement et la Transition écologique. Bienvenue, Divor. Je pense qu'au début, dans plusieurs des allocutions d'ouverture, on a entendu parler du moment critique, stratégique où on se trouve par rapport à la lutte des égalités genre dans l'agenda climatique. On a parlé de Belém, on a parlé du plan d'action du Belém, on a parlé de l'opportunité. Donc, je sais que tu étais à la COP. Tu étais là, on ne savait pas si on allait avoir un plan d'action ou pas. Finalement, on a eu un plan d'action très ambitieux,
vraiment qui marque un point de départ pour la prochaine décennie. Donc, je voulais te demander au niveau du Sénégal, parce que le défi, c'est maintenant, comment est-ce qu'on passe à la mise en œuvre du plan d'action? Quelles sont les priorités du gouvernement du Sénégal pour localiser les plans d'action, pour les faire une réalité et pour vraiment contribuer à une action climatique efficace, juste, y compris pour les femmes et les filles. Merci beaucoup. Merci Elena. Bonjour à tous, bonjour à mes co-panélistes. Bonjour également à l'Assemblée, particulièrement remercier la CEDEAO, le professeur Sall. Bonjour au professeur Mbow aussi et à la directrice de l'équité et de l'égalité du genre. Et remercier particulièrement ONU-Femmes, qui est quand même un partenaire stratégique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, surtout pour les questions de genre. Permettez-moi un peu de revenir sur la politique climatique. La question du genre quand même est au cœur de la politique climatique, la question de l'inclusion sociale, que ce soit l'inclusion territoriale, l'équité territoriale qui nous semble quand même un élément important dans la politique climatique, l'inclusion des questions de genre et un travail en tout cas depuis quelques années. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique fait un travail important pour prendre en compte ces questions de genre dans la politique climatique, que ce soit sur les questions de climat tout court ou bien même sur les questions de transition écologique avec tout ce qui est entrepreneuriat vert. Je pense qu'il y a un travail important qui est en train d'être fait par ONU-Femmes pour voir un peu comment transformer les défis climatiques en opportunités d'emploi pour les jeunes, en opportunités d'emploi également pour les femmes dans des secteurs comme l'agriculture à travers l'agroécologie, dans des secteurs comme l'énergie, où les femmes sont positionnées en tout cas à devenir pas uniquement des consommatrices, mais également des entrepreneurs dans des emplois verts. Maintenant, par rapport au GAP, au nouveau plan d'action genre de UNFCCC, en tout cas le Sénégal a fortement contribué à son élaboration qui a commencé depuis la session technique de Bonn, où quand même un travail important a été fait. Et on est parti en tout cas du GAP précédent. Et quand on regarde un peu, c'est pratiquement les mêmes activités, les mêmes domaines qui ont été repris, que ce soit en termes d'évidence, je pense que Sorna l'a soulevé tout à l'heure, que ce soit en termes d'intégration, en termes d'équilibre dans les COP, participation aux COP, que ce soit en termes de suivi, évaluation, mais également en termes de financement. Et quand on élaborait ce plan d'action, le Sénégal s'était engagé dans l'élaboration de sa stratégie nationale changement climatique. Et nous, en tout cas, nous avons essayé au mieux de l'aligner à ce document phare de UNFCCC qui aujourd'hui oriente en tout cas les décisions qui sont prises au niveau des COP, au niveau international, orientent beaucoup ce que nous faisons au niveau national. Maintenant, quand je prends aujourd'hui les documents phares sur lesquels nous travaillons, que ce soit la CDN, que ce soit le PNA, actuellement nous sommes dans la CDN 3.0, et il y a un travail quand même, il y a un effort important qui a été fait pour pouvoir intégrer la question du genre. Et c'est le moment de réitérer les remerciements du ministère à l'endroit qui nous a beaucoup accompagnés dans cette intégration. Et aujourd'hui, quand même, il y a des mesures phares. Il y a des mesures phares qui sont inscrites dans ce document, que ce soit en termes de plaidoyer, que ce soit en termes d'options, d'adaptation, aussi bien pour l'atténuation comme pour l'adaptation, que ce soit de renforcement de capacité. Donc tout ça, aujourd'hui, on est en train de travailler sur ça, que ce soit également en termes de suivi, dispositif de suivi. Je pense que c'est un aspect important qui manquait jusque-là dans la politique climatique et un travail important est en train d'être fait
avec les sectoriels, l'ensemble des secteurs aujourd'hui qui sont dans la CDN. Nous avons l'énergie qui est là aujourd'hui, mais également on a le volet adaptation pour lequel également un dispositif de suivi est en train d'être bâti et les aspects de genre sont également intégrés. Il y a le plan national d'adaptation au changement climatique également, qui a un fort volet adaptation. Et j'aimerais un peu revenir à ce que disait Sokhna tout à l'heure, juste pour renforcer. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des études de vulnérabilité. Et il est important pour nous de voir un peu par rapport à l'ensemble des 10 secteurs qui sont inclus dans ce document, en tout cas les impacts différenciés. Et sur cette base maintenant, qu'on puisse avoir des options d'adaptation et définir des indicateurs pour pouvoir suivre la mise en œuvre. Je l'ai dit également, il y a la stratégie nationale genre et changement climatique qui est un volet important de la politique climatique également et qui met le doigt sur tout ce qui est financement également, impact différencié. Il y a également le dispositif de suivi, évaluation et le financement. C'est vrai, ça n'a pas été facile à Belém, ça n'a pas été facile, mais on est arrivé quand même à avoir ce plan d'action. Maintenant, c'est une étape. C'est une étape. Maintenant, la question du financement revient toujours. Ça a toujours été le fond du problème, aussi bien pour l'ancien GAP, mais c'est le défi auquel on sera confronté également par rapport à ce nouveau GAP. Et nous appelons en tout cas l'ensemble des acteurs, qu'on soit de l'État, qu'on soit des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, qu'on soit en tout cas acteurs de la société civile comme Natural Justice, ou tout simplement qu'on soit acteurs du secteur privé à pouvoir en tout cas accompagner la mise en œuvre de ce plan d'action-là. Merci. Merci beaucoup, Dibor. Félicitations déjà pour l'engagement du gouvernement du Sénégal auprès des questions genre dans les politiques climatiques. Je pense que la nouvelle CDN va être une bonne pratique au niveau régional. Et comme vous dites, les défis, c'est maintenant dans le financement de cette CDN. Et comme Sokhna l'a dit, oui, et on a les DCF, on a les financements climatiques, mais comment est-ce qu'on s'assure que les financements climatiques arrivent à ceux qui sont en train de faire l'adaptation et l'atténuation au niveau rural dans nos communautés. Donc, il faut continuer à travailler pour vraiment faire ce financement climatique une réalité, y compris pour les femmes qui sont dans les chaînes de valeur vertes. Et avec ça, je veux remercier les panélistes pour que vous étiez très clairs et vous avez resté dans les temps alloués. On a encore le temps pour continuer la discussion, mais maintenant, on va se tourner vers le public. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous avez eu beaucoup de patience et maintenant, on veut entendre de vous. Donc, vous pouvez vous contribuer à la discussion de deux façons. Si vous êtes doué avec la technologie, on va vous montrer un QR code dans les prochaines slides et vous allez pouvoir rentrer et répondre à deux questions. La première question, quelles sont les priorités d'après vous pour une action climatique juste en Afrique de l'Ouest? Et la deuxième question, quel est le rôle de la société civile et la jeunesse dans cette action climatique inclusive? D'accord, donc ça, on peut le faire au fur et à mesure, mais entre-temps, on va passer aux témoignages de l'agence, aux questions du public et questions pour les panélistes ou des contributions sur les sujets. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fat Faye, je suis étudiante à l'Institut des métiers de l'environnement, communément appelé IMEM, en même temps étudiante en master en géographie, option environnement. J'aimerais faire une contribution en même temps poser une question. Je vois que ONU Femmes s'est bien engagée à faire des recherches sur les risques environnementaux via l'ANSD. Son enquête qui s'est fait publier en octobre 2025, que j'ai utilisé pour mon rapport de recherche portant sur les problèmes environnementaux, sur la santé publique,
cas de la ville de Pikine. J'ai une question. La plupart des panélistes ont parlé d'économie verte, mais est-ce que, avec la forte consommation et la surproduction des entreprises, est-ce que les entreprises vont se conformer à l'économie verte vu que les entreprises vont vers la ruée de la recherche du profit, voire même de la plus-value? Bonjour à tous. Je me nomme Seydina Mohamed Bou, technicien en développement durable, étudiant en Master 1 en sciences de l'environnement à l'Institut des sciences de l'environnement et éco-entrepreneur. J'avais une question qui concerne surtout les financements. Comment faire pour avoir accès à ces financements pour des jeunes, peut-être je peux dire OSC, parce que je viens de mettre en place une OSC qui parle de genre, d'inclusion, de santé, d'environnement. Comment on peut faire pour avoir accès à des financements qui portent sur ces questions au niveau de la CEDEAO ou bien au niveau des autres institutions qui sont présentes ici. Merci. Bonjour, merci, je m'appelle Nefa Touchiab. Je suis Project Manager au niveau du Dakar Green Belt. Je suis également chargée de communication au sein du Climate Linger Club. Donc en fait, moi j'ai une petite contribution peut-être qui va ouvrir à une question, mais je pense que la question elle a été déjà posée. Il s'agit du financement parce qu'en fait ici quand on parle d'accélérer les droits de la justice et l'action des femmes en ce qui concerne les changements climatiques, il s'agit de poser des actions concrètes et de mener des activités sur le terrain. Et cela, bien sûr, va demander des moyens. Et donc, moi, par rapport à ma position avec le Climate Linger Club, c'est une organisation de société civile. La question principale ou bien le problème qui se pose, c'est l'accès au financement. On essaie de construire en fait un pont pour que les femmes et les filles qui sont victimes de changements climatiques puissent avoir accès à des financements pour qu'elles puissent développer des activités à leur retour ou bien là où ils sont pour avoir plus de résilience. Mais le problème principal, on le sait tous, c'est l'accès à ce financement-là. Des fois, on peut trouver un bailleur qui peut encadrer un projet pour un certain moment, mais après, le problème, c'est dans la continuité. Donc, moi, je vais principalement poser ça à ONIFAM et à ECOWAS, CEDEAO. C'est comment, en fait, vous pouvez beaucoup plus faciliter l'accès au financement aux organisations qui mènent des activités avec les femmes. Merci. Ok, merci pour la parole. Bonjour à tous. Je suis Saifi, expert junior à l'Institut africain de la gouvernance. Donc, nous sommes dans l'élaboration d'un projet qui s'appelle Initiative Jeunesse pour résilience climatique côtière et l'entrepreneuriat vert. Et dans ce cadre de projet, on vise à former 300 jeunes dont 60% de femmes, je tiens à préciser, 300 jeunes de 18 à 35 ans dans l'entrepreneuriat vert et la résilience climatique dans les villes de Bargny, Somone, Rufisque et Mbo pour un début. Et donc, j'ai trouvé les panélistes vraiment très, très intéressantes, ainsi que vos structures. Et on aimerait, à la fin de cette session, entrer en contact avec vous pour voir s'il y a des possibilités de collaboration dans ce cadre de projet. Merci. Merci. Mes félicitations à ONUFAM et aux panélistes aussi. C'est Fatoumata Bintou Yafa. Je suis la présidente du réseau national des femmes travailleuses du Sénégal. C'est pour cela que quand j'ai bien écouté, et c'est très important, c'est l'accès des femmes à la justice. Pour moi aussi, c'est dans le monde du travail que nous devons mettre l'accent. Le monde du travail fait partie des priorités dans ce que nous sommes en train de faire, surtout dans le cadre de la transition verte et sociale. Quand je me dis qu'il y a des entreprises, c'est normal, où il y a l'excellence, les gens sont diplômés, il n'y a pas de problème. Mais il y a une autre catégorie de femmes, un pan très important, qui est le secteur de l'économie informelle. Si je prends l'exemple des mines, quand au niveau de Sabodola, les femmes ont pu acquérir certaines choses, ça veut dire que
des congés de maternité et autres, et même des crèches. Mais par rapport aux femmes qui sont au niveau, qui creusent, qui sont des femmes qu'on emploie d'une façon informelle, ça pose un véritable problème de l'IC. Donc, et je me dis aussi que dans le monde du travail, il y a un préalable à faire. Ça veut dire des fondements. Nous sommes tenus, dans le cadre de cette économie, du travail de l'économie des soins, de prendre en charge aussi bien l'autonomisation des femmes, le travail décent de ces femmes, et ensuite de prendre en charge surtout la protection sociale des femmes. Ça pose un véritable problème et je pense que dans ce cadre-là, il faudra toujours tenir compte et en parler. Je vous félicite, je félicite vraiment le fait de tenir cet atelier et de nous avoir invités. Bonjour, je suis étudiante béninoise en master à l'Institut de l'Environnement, à l'ISE de l'Université d'Abomey-Capa. À l'Université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pense que le Bénin ne peut pas me laisser. Hein. Mais actuellement, j'ai une question aux différents panélistes. À votre avis, quelle initiative régionale ou internationale existe pour renforcer l'accès des femmes aux ressources financières qui existent et surtout pour soutenir le leadership dans les actions climatiques en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup. Donc, beaucoup de questions par rapport au financement. Donc, on va commencer par là et je vais demander, parce que c'est vraiment la question la plus importante. On peut parler des priorités, mais si on ne peut pas passer à l'action parce qu'on n'a pas les moyens, on est vraiment limité. Donc, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais on essaie quand même d'offrir des pistes, surtout pour les jeunes, pour des organisations qui commencent dans un milieu nouveau. Quels sont vos conseils sur comment financer certaines de ces actions de base pour l'égalité dans les changements climatiques? Donc, on peut commencer en ordre et essayer de contribuer à la solution. Voulez-vous y aller, madame? Alors, sur la partie financement, je vais peut-être vous décevoir un peu. Parce que effectivement, pour moi, bon, en tout cas, si des initiatives au niveau régional pour faciliter existent, cela m'intéresse aussi, clairement. Mais pour moi, en fait, on est dans un système qui est quelque part classique et qui fait que, comme on le dit dans le jargon, l'argent appelle l'argent. Donc, si à un certain moment, vous voulez du financement, et là, je parle sur la partie privée. Pour la partie vraiment association, c'est un point, on va dire, que je ne maîtrise pas. Mais pour la partie privée, malheureusement, vous êtes obligé d'avoir un certain historique. Vous êtes obligé de faire par vous-même. On y a laissé beaucoup de billes. Et à un certain moment, quand on voit qu'il y a de l'attraction, qu'il y a de l'évolution, là, vous pouvez aller avoir accès au financement. Pas forcément au niveau des banques, mais il y a des programmes qui existent. Hein. Il y a par exemple l'ADPME qui accompagne pour avoir accès au financement. Il y a l'ADER qui, à l'époque, nous avait financé, mais il a quand même fallu un historique. Il y a des fonds d'investissement qui ont on va dire des fonds d'amorçage avec des prêts à taux zéro. Il y a pas mal de fonds que les bailleurs financent. Mais sur la partie privée, vous avez quand même besoin d'avoir cette base-là avant d'aller lever du financement. Merci beaucoup et mon alarme vient de sonner. Donc, on va continuer, mais essayons de faire très clair et vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que du point de vue du financement, je ne vais pas revenir sur la partie privée et ça revient encore sur la durabilité parce qu'on peut avoir un financement aujourd'hui et après. Qu'est-ce qui va advenir? Je pense que ce qu'il faut faire, surtout pour les associations qui démarrent, c'est d'aller dans du partenariat, c'est de travailler avec des organisations qui existent déjà, vous développer parce que même les organisations qui ont un historique ont aujourd'hui des difficultés à lever des ressources. Mais c'est en consortium, c'est en partenariat qu'on peut y arriver en mettant en avant la plus-value de chaque organisation. Parce que quand les organisations se mettent ensemble, chacune a sa plus-value. Autre chose, peut-être, je pense sur les soutiens au leadership, entre autres choses. Comme je le disais, on vient de finir une recherche avec le CRDI et on a développé un module de formation sur le leadership
l'autonomisation juridique, la communication sociale, et que nous pourrons mettre à disposition. Ça devrait permettre, surtout aux femmes, et c'est orienté vraiment cible femmes, comment aujourd'hui l'autonomisation juridique peut être un levier pour renforcer le leadership des femmes dans les instances décisionnelles en relation avec l'environnement et le climat. Et comme je l'ai dit, c'est un module que nous plaiserons à partager avec tout le monde. Je pense que c'est... Et je reviens encore sur le droit, parce que la dame de tout à l'heure le disait sur la protection sociale. Ça renvoie aussi au droit, parce que même quand vous travaillez dans le secteur informel, que ce soit l'orpaillage, il faut que ces entreprises informelles qui vous recrutent puissent aussi respecter vos droits sociaux. C'est que c'est encadré. Aujourd'hui, on ne peut pas faire travailler des gens sans pour autant respecter leurs droits. Donc, d'où l'intérêt de renforcer la connaissance de la réglementation, de la législation pour les femmes. Merci beaucoup. Dibor. Pour le financement, une des missions du ministère de l'Environnement, c'est de mettre en place un cadre quand même qui permette aux différents acteurs de la politique climatique de pouvoir avoir accès au financement. Excusez-moi. Et par rapport au PME, PMI, je pense qu'en 2025, on a pu en tout cas accompagner la Banque agricole à pouvoir avoir, qui est entité accréditée auprès du Fonds vert climat, à pouvoir avoir un prêt auprès du JCF. Et ce prêt sera quand même retrocédé aux différents entrepreneurs qui sont intéressés, en tout cas, à pouvoir mettre en œuvre des actions sur le climat, sur les emplois verts. Je pense qu'également, il y a une initiative avec ONU Femmes également. Et peut-être ceux qui sont intéressés pourraient se rapprocher soit du ministère ou bien de la Banque agricole. Il y a un processus également en cours avec le FONSIS et le FONGIP, parce qu'il y a quand même, au niveau du JCF, il y a beaucoup d'instruments pour voir un peu comment les positionner sur d'autres fenêtres du JCF pour pouvoir en tout cas mobiliser beaucoup plus de financement et accompagner les différents acteurs. Maintenant, par rapport à la conformité des entreprises, c'est un processus qui se fera peut-être pas à pas, parce qu'aujourd'hui, quand on prend les différents secteurs de la politique climatique, je prends juste l'exemple du secteur du tourisme, qui est un grand consommateur d'eau, qui consomme beaucoup d'énergie également. Aujourd'hui, comment les amener à intégrer des pratiques durables? Il y a des financements, il y a des coûts derrière. Qui va prendre ces coûts? Donc peut-être aujourd'hui, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir au niveau interne. Est-ce que l'État doit mettre en place des mesures incitatives? Donc ça se fera en tout cas au cas par cas. Et en tout cas, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on est dans ce processus-là. Et il y a quand même des efforts que les entreprises sont en train de faire. Il y a l'industrie, c'est des technologies, c'est des coûts derrière également. Ce sont les entreprises privées occidentales qui développent ces technologies-là. Maintenant, dans les négociations, c'est pas évident. C'est des coûts derrière. C'est des coûts derrière. Ce ne sera pas facile, mais quand même, on est sur le chemin, on est dans ce processus-là. Merci. Merci. Et c'est clair que le Sénégal est un leader dans ce domaine. Pour complément, le Sénégal est le premier pays dans l'Afrique qui est en train de faire une taxonomie de la finance verte qui comprend des objectifs genre aussi. Donc, les investisseurs auront l'opportunité d'investir sur des projets pour améliorer l'adaptation et l'atténuation, et au même temps contribuer à l'égalité genre. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire aux différents niveaux, mais on est sur les chemins. Avec ça, on voudrait continuer la conversation, mais malheureusement, les programmes obligent. Je voudrais remercier énormément nos panélistes avec une grande applause et vraiment vous remercier pour la contribution aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Elena Ruiz-Abril de ONU Femmes pour cette brillante modération. Merci beaucoup à toutes.
Merci beaucoup aux chers partenaires WAVE, GIZ, UNFPA, CRDI, Banque agricole, SAGAM, CRES et IPAR. Merci beaucoup aux chers membres aussi de la société civile qui sont bien représentés ce matin. Et un grand merci à toutes ces femmes leaders qui ont fait ce déplacement. J'aperçois de l'autre côté aussi Madame Hélène Tine, une grande combattante des droits des femmes au Sénégal, une grande combattante pour la promotion du leadership féminin au Sénégal. Merci beaucoup à vous toutes. Et pour conclure, moi je dirais tout simplement que si on se mobilise aujourd'hui, si toutes les femmes se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que cette crise environnementale est à la jonction d'une crise, je dirais cette crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, sociétale et sanitaire. La Covid est passée par là, et si on ne fait pas attention, si on n'agit pas tout de suite et maintenant, ben on va subir de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. C'est pourquoi je dirais tout simplement qu'il est temps que les femmes se réapproprient l'ensemble des valeurs cardinales qui faisaient l'équilibre naturel de la Terre. Je vous remercie de votre attention.